Alors, on va donc passer sur le texte de Bronislaw Malinowski qui s'appelle Les Argonautes du Pacifique occidental, que je vous avais demandé de lire pour cette semaine. Et je vais commencer par vous dire la chose suivante. Que ce soit pour parler de la sexualité de sa répression ou pour parler de la Kula, Malinowski parle à partir d'une expérience de terrain réalisée pendant plusieurs années, essentiellement en fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, 1914-1919. Il publie le premier ouvrage sur la Kula, qui concerne l'extrait que vous connaissez, c'est-à-dire un système d'échange de biens dans des îles du Pacifique occidental en 1922, ça s'appelle Les Argonautes du Pacifique occidental. Et en 1929, La sexualité et sa répression dans les sociétés primitives. Ces deux ouvrages partent d'un très long terrain qu'il a réalisé, mais en fait le terrain importe moins que la posture qu'il a adoptée. Posture qui renouvelle très fortement la position des ethnologues ou anthropologues à l'université, qui consiste à dire on travaille sur des données de première main, on va faire les terrains nous-mêmes. On ne distingue plus les métiers entre collecteurs de données et interprètes des données. Et notamment parce qu'en fait, pour donner un examen fidèle, une retranscription fidèle de la donnée d'observation, il faut 1. Rester longtemps, 2. S'intégrer à la population, parler sa langue, utiliser ses concepts et ses théories pour parler des pratiques et des représentations sociales, et considérer non pas un petit bout de la société, mais sa totalité. Je reviens sur ce dernier point. On doit avoir une approche qui considère toujours la totalité du produit culturel pour attribuer à chaque fait observé une fonction. Il faut être capable de décrire l'ensemble pour comprendre à quoi servent les parties. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous reprenez la métaphore de la biologie pour définir pour mieux comprendre la pratique sociologique, ici ça consisterait à dire ceci: je ne peux comprendre à quoi fonctionne un foie que si je peux observer l'ensemble de l'organisme dans lequel le foie se déploie. Bon. Donc en gros, je peux comprendre à quoi sert un fait religieux, un fait juridique, un fait diplomatique, un fait artistique, un fait quel qu'il soit, que si je suis capable de comprendre, en tout cas de décrire dans un premier temps la totalité du produit culturel. Par ailleurs, à la suite de Durkheim, vraiment dans la filiation de Durkheim de ce point de vue-là, il va développer une approche fonctionnaliste, c'est-à-dire qu'il cherche à identifier des fonctions sociales développées par telle ou telle société. Et à cet endroit-là, il faut s'arrêter un tout petit peu sur ce que veut dire fonction. En fait, il y a deux manières de comprendre fonction sociale. Vous pouvez le comprendre comme un rapport de variation concomitante, comme une fonction comme un rapport quasiment mathématique entre deux données. Si on revient au suicide de Durkheim, par exemple, on peut dire que la courbe du suicide est une fonction décroissante de la courbe de mariage. Plus il y a de mariage, moins il y a de suicide. Par exemple. Ça va ? Donc ça, c'est la formule est fonction de. Et puis, il y a la notion de fonction sociale, quand on considère la société comme un organisme et qu'on se demande à quoi sert le fait social identifié du point de vue d'une utilité définie par la totalité.
Et selon qu'on prenne l'un ou l'autre des angles, les deux étant valables, on a des questionnements, des résultats qui sont, je termine ma phrase, complètement différents. Deux points. Si je pose la question de quoi le suicide est-il fonction dans telle société, que la réponse est le suicide est une fonction décroissante, je sais pas moi, de la stabilité économique ou du taux de mariage. Si je pose la question à quoi sert le suicide, alors là je change complètement de pied, même dans une perspective durkheimienne. Je me dis à quoi elle sert. Bon, il faut que je regarde le suicide d'abord en fait comme un crime, c'est-à-dire comme une action sociale faisant l'objet d'une sanction morale diffuse. À quoi sert cette sanction morale diffuse spécifique? Est-ce qu'elle sert par exemple à limiter la liberté et l'autonomie des individus? À quoi ça sert d'interdire aux gens de se donner la mort? Et à quoi ça sert à qui? Bon. Alors c'est jamais très intéressant de regarder de mon point de vue, c'est pas mon truc, l'histoire de la vie des auteurs. En ce qui concerne Malinowski, qui est donc d'abord un jeune homme d'origine polonaise, qui a des papiers autrichiens, qui est tuberculeux, qui est de santé fragile, qui a 2 mariages, d'abord avec une sud-africaine, puis ensuite en Australie. Tout ça a très peu d'intérêt, sauf que ça permet de saisir ce qu'il a mis en condition de faire un énorme pas de côté par rapport aux méthodes dominantes de son temps, et notamment celle qui va consister à développer un espèce d'embryon d'observation participante, le fait de rester longtemps quelque part, d'apprendre la langue, d'essayer de s'intégrer, etc. Ce qui déclenche ça, en fait, c'est le fait que la Première Guerre mondiale explose et qu'il se retrouve autrichien en terre anglaise, et que les Anglais sont d'accord pour limiter la sanction au fait de l'immobiliser là où il est. Il a le droit de rester là où il est, mais il a le droit de rien d'autre en fait. Oui, je vais aller fermer la porte. Vous-même, quand vous traverserez les couloirs de cette vénérable université, en Carpentate, vous veillerez, n'est-ce pas, à rester d'un silence religieux pour ne pas déranger les autres cours. Bien. Donc, voilà, c'est en quelque sorte, on voit comment les heurts et les chaos d'une vie peuvent déclencher des changements épistémologiques profonds, des choix méthodologiques extrêmement importants. Et vous allez le voir, une manière de faire, une manière de travailler qui va nous apporter des connaissances profondes, des manières d'apercevoir à quel point on est en difficulté pour comprendre les pratiques des autres. Alors, je commence par le deuxième ouvrage, parce que ça va me réveiller. Je commence par la sexualité primitive et sa répression. Excusez-moi, la sexualité et sa répression dans les sociétés primitives. J'y arrive jamais. L'idée de l'ouvrage vient en fait d'une volonté pas de controverse, mais enfin presque, de contredire, de tester les hypothèses des disciples de Sigmund Freud sur l'universalité du complexe d'Oedipe. D'une certaine manière, en disant il y a universalité du complexe d'Oedipe, les adeptes de la psychanalyse naissante viennent sur les terres de l'anthropologie dire il y a des déterminants qui agissent sur toutes les formes de socialisation et qui précèdent telle ou telle expérience sociale, qui sont en quelque sorte primordiaux. En l'occurrence, la présence d'un père omnipotent, maître et possesseur des femmes et notamment de la mère, et un enfant mâle qui pourrait se construire que dans la volonté d'affronter le père et de le mater, et ensuite de le tuer et de s'approprier la mère. Bon.
qu'à l'époque les disciples de Freud considèrent vraiment comme un universel. Et Malinowski dit on va vérifier ça. Je vais aller vérifier ça dans une société, les Trobriandais, sur la route de Nouvelle-Papouasie, Nouvelle-Guinée, parce qu'il y a un peu de Papouasie, Nouvelle-Guinée, on va aller vérifier ça. Et je vous gâche la fin du film. La fin du film, c'est que non, ça se vérifie pas. Il n'y a pas de complexe d'Oedipe possible, tout simplement parce qu'il n'y a pas de concept de père qui soit d'une manière ou d'une autre assimilable à celle qu'on a en Occident. Et c'est ça qui va être rigolo, c'est de voir comment est-ce que, en travaillant sur les institutions de répression de la sexualité, on en arrive à comprendre que notre notion de père, de paternité, est complètement inopérante pour comprendre les relations entre parents et enfants dans la société trobriandaise. Comment la notion de père est un construit social chez nous, et chez eux d'ailleurs. Alors, je vais vous raconter un peu comment ça se passe dans les îles Trobriand, puis on va avancer gentiment dans l'histoire d'un individu trobriandais de la naissance au mariage. Alors, quand une femme trobriandaise est enceinte, c'est qu'elle est allée marcher sur la plage. On ne considère pas qu'il y a un lien de cause à effet direct entre les relations sexuelles et la grossesse. La grossesse, on a dû remarquer qu'il y avait un lien de cause à effet entre les relations sexuelles et la grossesse, mais la grossesse est principalement attribuée à la visite d'esprits. D'esprits liés au clan de la mère, pour l'essentiel. Le papa, biologique, celui dont nous supposerions qu'il faudrait au moins qu'il ait le statut de père présumé, ce qui n'est pas le cas, le père biologique se voit attribuer un statut de nourrice, de nounou. Mais c'est pas gratuit. Il fait pas ça naturellement parce qu'il aime les enfants, parce que c'est ses rejetons. Il fait ça en échange de services sexuels, reçus de la part de sa femme, la mère des enfants. Alors là, si on écoute bien, si on suit Malinowski, qu'on se contente de recueillir les données telles qu'elles sont exprimées et d'écouter la théorie des gens là-dessus, on a des schèmes qui sont rares. Par exemple, il est très courant de trouver dans la mythologie des figures de femmes primordiales qui sont des puissances, de mères procréatrice d'utérus primordial. Enfin voilà, c'est Gaïa, c'est Pachamama, c'est le premier truc à l'origine, au commencement, c'est voilà, l'utérus sacralisé. Il est très courant aussi de trouver des figures d'une sexualité beaucoup plus épanouie, beaucoup plus débordante. Je sais pas, si on reste chez les Grecs, il y a évidemment Aphrodite, mais si vous êtes dans la symbolique kabbalistique médiévale, vous avez Lilith. Dans la mythologie chinoise, il y a Xi Wangmu. Il y a comme ça des tas de figures de sexualité. Là, c'est pas ça. Là, c'est une sexualité féminine qui est une richesse qui permet d'obtenir des services et que les hommes n'ont pas. Elles peuvent monnayer leur sexualité contre des services. En l'occurrence, des services de nourrice. La question ne se pose pas de savoir de qui est l'enfant. Le mariage suppose une forme de fidélité, mais enfin, elle n'est pas très très surveillée. On attend des hommes et des femmes qui soient un peu fidèles, mais s'ils fautent, c'est pas très grave. Là où ce serait grave, c'est s'ils fautaient avec leurs frères et sœurs ou les gens du même clan. Bref, c'est la relation incestueuse, surtout entre frères et sœurs, qui va faire l'objet d'une surveillance très attentive.
Les enfants vont grandir essentiellement dans les soins et l'amitié prodigués par le nourrice, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge, autour de 6-7 ans, dans lequel et ça sera accentué à la puberté, l'oncle, c'est-à-dire le frère de la mère, va intervenir pour assurer d'abord le lignage. C'est un lignage qui se passe par la mère, mais c'est l'oncle qui vient former, donner tous les attributs du clan, les règles du clan, l'identité du clan, le sentiment d'appartenance du clan, etc. Donc la vraie figure d'autorité, c'est l'oncle, qui vient assumer la responsabilité de tenir le matrilignage, si on veut bien, la lignée de la mère. Ça peut être le même homme, hein. L'un qui est nourrice chez sa femme peut être oncle dans la famille d'à côté, c'est tout à fait naturel. Et donc en fait, vous voyez là que ce que nous on appelle globalement ce qu'on désigne, on va se mettre de son époque d'ailleurs, ce qu'en Occident, à l'époque de Malinowski, au début du siècle, au moment de la Première Guerre mondiale, on assimile aux fonctions de la paternité, c'est-à-dire l'exercice d'une autorité, la création d'un lignage, la transmission des éléments les plus symboliques, la fécondation, le lien génétique, et éventuellement les soins prodigués à l'enfant, c'est séparé en plusieurs entités. Les esprits, qui vont assurer la fécondation, le lignage de la mère qui va assurer la linéarité, le lignage, et le père biologique qui va assurer le travail de nounou. En d'autres termes, à travers ce que Malinowski va appeler un concept d'électre, même si je ne trouve pas la théorie très intéressante, je vous la donne quand même. Ce qu'il va nous dire, c'est que dans le fond, il n'y a pas de complexe d'Oedipe chez les Trobriandais. S'il fallait tuer quelqu'un, ça serait l'oncle. Et donc on a plutôt un complexe d'électre, voilà, il va broder autour de ça. Moi, ce que je trouve intéressant dans son travail, c'est qu'il est parvenu à comprendre des symboliques de la sexualité très différentes, une symbolique, une organisation de la structure familiale et de la paternité qui est extraordinairement différente de celle qu'on pouvait vivre à l'époque, en Occident. Il va réussir à mettre en lumière le fait qu'il y a des données élémentaires de l'expérience qui ne peuvent pas être retranscrites d'une société à l'autre, comme par exemple des discussions qu'il a autour de la pédophilie ou de la violence physique faite aux enfants. Il se rend compte que dans un cas comme dans l'autre, les individus auxquels il parle, les Trobriandais auxquels il parle, n'ont pas de mots, de notions pour en parler, et que les réactions sont très différentes. Dans un cas, il y a une forme de rire. Quand on parle de pédophilie, c'est complètement débile, c'est absurde, c'est pas possible, il y a un truc, c'est ridicule, quoi. Parce que les enfants sont élevés plutôt à part et dans l'idée que c'est vraiment un registre à part. Et bon, voilà. Inversement, les coups donnés aux enfants, c'est quelque chose qui déclenche c'est très pénible pour les Trobriandais d'en parler. Ils veulent pas en parler. Ils trouvent que c'est désagréable, que c'est insupportable, que c'est violent de faire ça. Bon. Alors, pour finir le cycle, dès que les enfants sont pubères, ils sont séparés de manière très forte entre frères et sœurs, ils ne mangent plus ensemble, ils ne peuvent plus marcher ensemble sur une même route, ils ne peuvent pas se croiser. Quand ils seront dans leur puberté bien sonnée, ils iront dans une Bukumatula, qui est une maison de célibataires, dans laquelle ils auront une vie sexuelle très libre jusqu'au mariage et aux enfants, et là on recommence la boucle, où j'ai pas besoin d'aller plus loin.
à travers ça, tout l'effort social qui est fait vise, en matière de répression de la sexualité, vise essentiellement à prévenir les incestes entre frères et sœurs. Est-ce que c'est une donnée universelle? Est-ce que toutes les sociétés cherchent à séparer les frères et les sœurs? Non. Et certaines sociétés l'ont même valorisé. Je travaillais hier sur les religions ptolémaïques, les royaumes égyptiens post-invasion d'Alexandre le Grand. Et on y a construit un grand culte d'Isis. Et Isis, elle est mariée à son frère. Osiris, c'est le frère et le mari d'Isis. Et il y a quand même une astuce, il y a un moment où il y a un petite ruse pour pas qu'on voit des choses sales. Quand Isis va donner naissance à Horus, le futur grand dieu céleste, enfin ses yeux c'est à la fois la lune et le soleil, c'est fort. Quand Isis va donner naissance à Horus, elle s'accouple non pas avec Osiris, mais avec le sarcophage. Alors bon, c'est pas tout à fait pareil. Avec le sarcophage d'Osiris. Bon. Bien. Voilà un premier chemin, un premier pas de côté qu'on fait avec Malinowski, où on se rend compte à quel point même les notions qui nous paraissent les plus élémentaires, comme par exemple la notion de père, sont construites, élaborées, évolutives. En fait, on pourrait faire le même exercice d'ailleurs avec la notion de père telle qu'elle existait à l'époque de Malinowski en France, dans lequel les parents étaient seigneurs et maîtres de leurs épouses et de leurs enfants, pouvaient voter à leur place, décider à leur place, accepter ou non qu'elles travaillent, tenir leur compte en banque, enfin voilà, être complètement possesseur. La notion de père comme maître et seigneur de la famille, comme seigneur et maître du foyer, c'est quelque chose qui nous est aujourd'hui presque devenu étranger. Donc c'est un premier exercice tout simple pour se regarder en tête à quel point ce qui nous paraît élémentaire et intuitif est en réalité construit. Bon. Je passe maintenant au premier ouvrage, celui dont vous aviez un extrait à lire pour aujourd'hui. Et je vous donne d'ailleurs le même extrait à lire si vous ne l'avez pas fait pour la semaine prochaine, puisqu'on continuera avec Malinowski. Oui. Au sujet du coup de cet ouvrage, est-ce que Malinowski... est-ce qu'il parle de l'homosexualité dans ces îles? Comment c'est considéré l'homosexualité? Est-ce que ça existe socialement? Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. De mémoire, il n'en parle pas. Voilà. C'est un débat assez féroce qui anime certains groupes conservateurs et réactionnaires d'un côté, et de l'autre côté, certains groupes de défense des droits des personnes LGBTQIA+, etc. Et qui donnent lieu à des polémiques vraiment délicates, parce qu'en fait absurdes, et dans laquelle on se retrouve à plus savoir qui défend quoi. Par exemple, est-ce qu'il faut démontrer que dans toute société, il y a toujours un pourcentage de personnes homosexuelles? Ce faisant, on démontre que ça fait partie de la nature de l'humanité et que donc c'est ainsi que ça a été décidé, qu'il y a une espèce de déterminisme humain, ce qui permet aux extrêmes réactionnaires de dire ben oui, c'est Dieu qui l'a voulu, qu'il y ait toujours une part d'impur pour que le travail puisse être fait pour les redresser, qui servent d'exemple. Et on va se retrouver à chercher des sociétés dans lesquelles l'homosexualité n'existe pas du tout, et les autres vont répondre que c'est parce qu'en fait elle existait mais elle a été refoulée. Et dans le fond, ça conduit à deux postures possibles, l'une consistant à dire il y a une essence de l'humanité, et il y a donc une détermination des individus à être la part statistique de comportement homosexuel, ou encore à dire l'inverse, c'est-à-dire il y a une espèce de pathologie inévitable. Moi, c'est un débat qui est très délicat à nourrir, à aborder, parce que je pense que les termes sont pas
sont pas du tout bien posées, en ce sens que, selon la manière dont vous définissez les genres, l'homosexualité a telle ou telle valeur. Selon la manière dont vous définissez la sexualité, la sexualité a telle ou telle valeur. La société au Ghana, où des gens avaient identifié qu'il n'y avait aucun homosexuel jamais, que ça n'existait pas, qu'il n'y avait pas de répression, que le concept ne pouvait pas exister, c'est une société dans laquelle la sexualité était punitive, littéralement. Il fallait faire l'amour plusieurs fois par jour pour nourrir le bébé. Donc littéralement, comme une espèce de gymnastique, les hommes étaient pompés dans tous les sens pour pouvoir nourrir bébé. Et alors ils avaient plein de problèmes, ils n'arrivaient plus, ça marchait plus, ils pouvaient se travailler des heures durant, ça ne marchait pas. Enfin, c'est une espèce de truc où la sexualité devient punitive dans un tel cadre, si vous voulez, que signifie, ou pourrait s'exprimer quelque chose comme un penchant à l'homosexualité qui serait naturel. Ça me paraît pas intéressant. Et pour ce qui est de Malinowski, je n'ai pas mémoire qu'il en fasse mention, ni dans un sens ni dans l'autre. Voilà. Et donc c'est de la pure spéculation, mais je me dis que s'il en parle, ça doit être que c'est anecdotique, quoique ça ne fait pas l'objet d'une répression grave, ni d'une promotion quelconque. Bien. C'est intéressant parce que vous voyez, là je suis en train de bosser sur beaucoup de mythes très anciens, des mythes sumériens, des mythes babyloniens, des mythes akkadiens, et des mythes hermétiques, de la religion de Seth, donc bref, des mythes égyptiens, grecs par ailleurs, qui ont largement nourri le travail sur la Bible. Et on se rend compte que, par exemple, il y a tout un travail sur, non pas l'homosexualité féminine, mais sur l'androgynie, qui est omniprésent. Une réflexion sur l'androgynie qui est omniprésente, avec des tas de figures qui sont androgynes, et qui a totalement disparu ensuite de la pratique religieuse. Mais du fait de cette disparition et que le terrain ne soit pas disponible, ça fait que c'est complètement impossible de savoir exactement qu'est-ce qu'on mettait, par exemple, sous l'idée que les anges n'ont pas de sexe, ou que un même être avait deux sexes, un masculin et un féminin. Voilà. C'est difficile de s'intégrer comme ça à des représentations qui sont éloignées dans le temps. Toujours est-il que, revenons à Les Argonautes du Pacifique occidental, donc publié en 1922, suite à plusieurs années de terrain. Alors on dit 1914, 1919, 1915, 1919, chez les Trobriandais, et qui décrit un système de circulation, un système d'échange d'objets, qui est intriguant parce que c'est un système coûteux, risqué, chronophage, d'objets qui n'ont par eux-mêmes aucune valeur. Pour vous faire un schéma, c'est un peu comme si les plus riches d'entre nous faisaient régulièrement de grands voyages qui leur coûteraient non pas leur outil de production, pas leur titre de propriété, mais une bonne partie de leurs bénéfices, pour échanger des colliers de nouilles. Voilà. En gros, c'est comme si Bernard Arnault partait à genoux de nuit le long d'une voie de chemin de fer pour apporter un collier de nouilles à Tours à son ami milliardaire tourangeau, si ça existe, j'en sais rien, en tout cas quelqu'un qui serait là. Je garde les distances, le risque, et que pendant le voyage, il dépensait l'essentiel des bénéfices de l'année. Donc vous le voyez comme ça, je sais pas, imaginez 50 milliardaires français, multimillionnaires français en train de faire un voyage extrêmement risqué dans lequel ils dépensent l'essentiel de leur gain de l'année pour apporter un paquet de nouilles à un autre gros riche.
Voilà. Pour vous décrire un peu la situation d'interrogation d'un jeune occidental qui débarque et qui voit ça. Qu'est-ce qui... Bon. Ce phénomène d'échange s'appelle la kula, et c'est un phénomène d'échange dans lequel on fait circuler, quand je vous dis des colifichets, des babioles, c'est des bracelets, donc, d'un côté c'est des bracelets, des brassards, donc des choses qu'on met autour du bras, ou des choses qu'on met autour du cou. Alors faites attention parce que ça ne circule pas dans le même sens. Donc il y a deux types d'objets qui circulent dans des sens différents. Brassard, bracelet d'un côté, collier de l'autre. Et c'est des objets qui peuvent être jolis, mais qui sont essentiellement faits de coquillages, de cordes, de bouts de métal. C'est des objets qui n'ont pas en soi de valeur économique particulière. Et surtout, on les donne à travers des expéditions coûteuses et risquées. Coûteuses parce qu'il faut financer l'expédition, risquées parce que c'est des expéditions maritimes sur parfois plusieurs centaines de miles qui sont dangereuses. Non seulement parce qu'il y a des tempêtes, mais parce qu'il y a des sorcières qui mangent les gens, qui font chavirer les navires. Alors on peut essayer de les acheter parce qu'elles sont dans les villages, on les connaît, les sorcières. On les a reconnues dès l'enfance, mais le problème c'est que c'est pas maîtrisable. Elles peuvent quand même vous... Donc là, on replace les choses en perspective, dans une formule que je vous ai déjà donnée. Voyage risqué, coûteux, pour échanger des choses qui n'ont pas vraiment de valeur. Pourquoi faire un truc pareil ? Quelle peut être la fonction sociale d'un truc pareil ? Alors, rentrons un peu dans le détail. Ces objets sont dotés d'une âme. Âme qui est elle-même composée de deux choses. Un désir primordial qui est de retourner à l'endroit où il a été fabriqué. Donc l'objet, lui, ce qu'il veut, c'est circuler jusqu'à revenir à l'endroit où il a été fait. Et il s'en prendra directement à toute personne qui tentera de se l'accaparer et de le garder pour lui. L'objet sera capable de lui détruire l'intérieur, de lui détruire la tête, de lui pourrir la tête. Il aura la tête pourrie. Et ce faisant, d'ailleurs, il pourra pourrir la tête à toutes les personnes qui l'ont eu entre les mains et qui l'ont fait circuler d'île en île auparavant. Il est composé de ça, de ce désir primordial de l'objet, et de toutes les âmes de tous ceux qui l'ont eu en main et qui l'ont fait circuler. C'est le lieu d'une mise en commun d'âmes, d'un mélange d'âmes, qui fait que s'il arrive malheur à l'objet, par exemple s'il est stoppé dans sa circulation, toutes les autres âmes pourront être punies. Toutes les autres âmes seront co-responsables, et en ce sens seront solidaires. C'est le sens premier du mot solidaire. En latin. Donc on s'échange des colifichets, d'accord, mais dotés d'un désir circulé et dotés d'une âme faite du mélange de toutes les âmes, de tous ceux qui jusque-là l'ont touché. Cette histoire de tous ceux qui l'ont touché fera l'objet d'une transmission orale. On se racontera l'histoire de l'objet quand on se l'échangera. Pour monter une expédition Kula, on rassemble des hommes, on rassemble des richesses, pour se payer un bateau, des vivres, des petits cadeaux, une cérémonie religieuse. Une fois l'affaire faite, on prend la mer. Après le voyage, on arrive, rebelote, recérémonie religieuse, cérémonie de transmission, on se dit des poèmes pour s'échanger l'objet, et on repart les mains vides. Sauf si on a fait quelques menus échanges commerciaux, mais qui sont secondaires par rapport à l'échange principal, qui est l'échange de colifichets. Une fois qu'on a en sa possession ces objets-là, on ne les porte pas tous les jours, mais on les expose, soit dans des petites cases, où un peu comme un musée, on expose une relique, un truc important, on raconte son histoire, on l'observe, on inspire ses bonnes ondes. Bon. D'un côté. Et puis surtout, on s'occupe d'être capable de le rendre. Et pas le même objet. Cet objet-là, on le fera circuler
Donc pour le dire autrement, si j'ai un partenaire à l'est, un partenaire à l'ouest, d'un côté, on m'apporte des colliers, et moi j'apporte ces colliers de l'autre côté. De l'autre côté, je reçois des bracelets, et j'apporte en face des bracelets. D'accord? Donc, je ne rends jamais à quelqu'un ce qu'il m'a déjà donné. Soit la kula est déjà installée, soit elle s'installe. En gros, dès lors que je rends un objet kula qui m'a été donné, dès lors la kula est installée et théoriquement elle est éternelle. On a ouvert un flux qui ne s'arrêtera plus. Un flux d'objets. Pour le dire plus gentiment que Colli-Fichet, d'objets qui ont essentiellement comme valeur une valeur symbolique. Voilà. Alors, à ce stade du propos, on a à peu près décrit la pratique sociale appelée kula. Voilà. Un échange qui implique une réciprocité, qui implique essentiellement une communauté d'âmes, un objet qui a la volonté de retourner là où il a été forgé. À quoi ça sert tout ça? Dès lors qu'on cherche des fonctions sociales, on va se demander à quoi sert cette pratique, sachant que elle rassemble des tribus qui ont des langues marginalement différentes, qui ne forment pas un ensemble culturel totalement homogène, que ça implique des risques et de la destruction de richesses. À quoi ça sert? Pourquoi on fait ça? À votre avis, pourquoi les gens font ça? À quoi ça peut bien servir? Aucune idée? Je ne sais pas du tout. Bon, alors on va se fier d'abord aux hypothèses données par Malinowski, puis on ira en chercher d'autres par nous-mêmes. La première hypothèse de Malinowski, c'est de dire que la pratique de la kula socialise les individus. En ce sens qu'elle fait de ces groupes épars une société qui partagent des règles juridiques, religieuses, esthétiques, poétiques, maritimes, et qui tissent des liens qui maintiennent ensemble des tribus hétérogènes dans un groupe cohérent. Donc voilà, ça socialise l'individu. En gros, ça maintient, ça ravive sans cesse un régime d'alliance. C'est par ailleurs une pratique qui est faite essentiellement au bénéfice du social, de la cohésion sociale de l'ensemble. Et, nous dit-il, bénéfice annexe de ce travail de socialisation, c'est un travail diplomatique. Ce travail-là, la kula maintient la paix intertribale. On ne se fait pas la guerre entre partenaires kula. Vous voyez, on maintient des liens. On maintient des liens et on maintient du commun à l'intérieur d'un groupe qui est hétérogène. Alors, c'est une hypothèse qui est limitée à cette société-là, même si on peut la retrouver ailleurs. On a observé, par exemple, des liens rituels, et des formes de guerre rituelles entre des groupes formant une entité culturelle stable, où la guerre avait même comme fonction dans le fond, de maintenir ensemble. Donc, vous voyez, ça ne va pas de soi que la fréquentation et la socialisation créent de la paix. Là, en l'occurrence, on voit que, dans le fond, ça pacifie les relations entre les tribus. Bien. Alors, il y a ensuite une série d'hypothèses relatives à l'économie. Il y a cette idée que la kula se déroule dans un système
culturelle qui tolère totalement la croissance des inégalités. Il n'y a pas de propriété commune, de propriété collective des outils de production, la propriété est individuelle. Il y a des écarts de richesse, il y a des trop-briandais riches et des trop-briandais pauvres, mais la pratique de la Kula, parce qu'elle demande aux plus riches de détruire régulièrement de la richesse, égalise. Elle empêche une accumulation trop forte de richesse. Par ailleurs, comme la Kula prodigue du prestige de manière inégale, il y a des gens qui ont beaucoup de partenaires Kula, d'autres qui en ont peu, certains qui peuvent financer beaucoup d'expéditions Kula, d'autres non. Ce prestige-là va apparaître comme une manière symbolique de légitimer les inégalités. Non plus sur un registre économique, mais sur un registre social et magico-religieux. Par ailleurs, elle réactualise cette idée selon laquelle la richesse, la puissance, le prestige est lié non pas à l'accumulation, mais à la circulation, à la mise en circulation, et même pour être plus précis, au don. Et ça, c'est à relier à la manière dont les trop-briandais comprennent la richesse. Un riche chez les trop-briandais, c'est pas quelqu'un qui accumule beaucoup de richesse. Et de toute façon, il n'y a pas de compte en banque, il n'y a pas de coffre-fort, il n'y a pas de bâtiment à la Picsou. Ça n'existe pas, ça. Par conséquent, on est riche en manifestant sa prodigalité, le fait de donner. Or là, c'est une forme d'importance, une forme de grande ampleur de gaspillage de richesse. En gros, chez les trop-briandais, les riches sont riches uniquement dans la mesure où ils donnent beaucoup et dépensent beaucoup. Ce qui s'explique très bien dans un système dans lequel il y a peu de possibilités d'achat extraordinairement discriminants, dans un système dans lequel il n'y a pas de système financier autonome, où il n'y a pas de bourse, où il n'y a pas de banque, où il n'y a pas de coffre-fort, la richesse, c'est simplement avoir un outil de production prospère et de ce fait pouvoir donner beaucoup, pouvoir obliger beaucoup. Obliger dans le sens que on fait un cadeau qui oblige quelqu'un. Par ailleurs, on peut dire qu'elle organise, la pratique de la Kula, organise et précède la vie économique. C'est-à-dire qu'elle rappelle tout le temps à tout le monde que l'action économique se déroule entre alliés et que le bénéfice qu'on peut en tirer est toujours secondaire. L'action économique est toujours d'abord un acte social, de socialisation, d'alliance, de compagnonnage. J'utilise ces mots parce qu'en fait, c'est l'étymologie de social. Socius en latin, c'est le compagnon. Et les guerres sociales, c'est les guerres avec les alliés. Donc c'est vraiment social, en latin, c'est le compagnon, l'allié. On ne fusionne pas avec lui, mais c'est celui avec lequel on entretient une relation d'alliance. Alors là, c'est vraiment de ça dont il est question. C'est la perpétuation des alliances qui fondent l'unité des îles trop-briandaises. Donc voilà une pratique sociale qui met en exergue finalement ce qui a lieu dans le régime normal économique, c'est que la richesse, ça n'est que la prodigalité. En gros, un trop-briandais de l'époque trouverait Bernard Arnault très pauvre. Parce qu'il ne donne pas. Bien. Alors, il y a un autre point que je trouve intéressant qui n'est pas mentionné par Malinowski, qui est la mise en récit. Avec ce mode-là de transmission des objets, comme à chaque fois qu'on transmet un objet, on raconte son histoire. Dès lors, il existe quelque chose comme une radio Kula. À chaque fois qu'on transmet un objet Kula, on raconte tout le parcours qu'il a eu. Dans une forme de poésie, on raconte par quel partenaire il est passé, par quelle île il est passé, par quelle aventure il est passé. On met en scène les prestiges accumulés.
Donc voilà, imaginez cet exercice tout simple. Où vous devriez dépenser l'essentiel de votre fortune pour amener à 300 km à pied la nuit sur des routes peu sûres un collier de nouilles à quelqu'un. Et une fois là, vous devriez réciter en poème toute l'histoire du collier de nouilles, décrivant les interactions qu'il a eues avec les 25 possesseurs précédents, enfin possesseurs, dépositaires précédents. Et donc ce faisant, vous êtes obligé de mentionner les autres îles, l'histoire, les prestiges, les aventures des autres, et en ce sens, de les faire exister dans un récit qui est assez peu comparable à ce que nos médias produisent, mais néanmoins, qui est une occasion inespérée de faire exister dans le récit des ensembles qui se fréquentent peu. Alors, Malinowski nous dit aussi, ça c'est plus fin à comprendre, la Kula a pour fonction de rythmer la vie quotidienne. Elle la rythme en ce sens que régulièrement, on participe à des événements Kula, que ce soit pour recevoir ou pour apporter des objets à ses partenaires. Est-ce que vous voyez, vous, des grands éléments qui viennent rythmer notre vie en commun? Qu'est-ce qui rythme notre vie en commun? Est-ce que c'est un enjeu d'ailleurs? Est-ce que c'est important pour un pouvoir, pour une société, de disposer pour les individus un rythme commun? Une animation de la vie quotidienne telle que on soit tous à peu près au même tempo. C'est plus trop le cas maintenant, mais à une époque, la messe, le dimanche. Ouais, d'accord. Vous n'avez pas des rythmes en tête, des trucs beaucoup plus simples, beaucoup plus quotidiens? Le travail, l'école. Le travail qui implique l'heure à laquelle on se lève, l'heure à laquelle on se couche, les heures à laquelle on travaille, les heures à laquelle auxquelles on est en vacances. C'est un rythme extrêmement précis et qui est imposé à tous. Et selon la classe sociale à laquelle on appartient, on aura un rythme différent. On va aussi définir quels sont les jours de repos. Est-ce qu'il en existe? Est-ce que tout doit être optimisé pour produire un maximum de valeur? Ou est-ce qu'au contraire, tout doit être organisé pour laisser un maximum de vie en commun, de possibilités de communier autour de rituels? Mais c'est aussi les grands moments de la vie. Combien de temps dure l'enfance, combien de temps dure l'adolescence, combien de temps dure l'âge adulte, combien de temps dure l'âge sénile, à partir de quand est-ce qu'on détermine les âges de la vie, à partir de quand on a le droit à la retraite, à partir de quand on s'émancipe de ses parents, tout ça c'est des éléments du rythme de la vie. De la même manière sur la vie professionnelle. Par exemple, un des éléments très frappants de rythme de la vie professionnelle, le chômage. Quand on est au chômage, on pourrait tout à fait considérer que c'est un temps consacré à son propre bonheur et à la méditation sur le bonheur collectif futur. On pourrait considérer que la société offre 3 ans de chômage à tous ses citoyens et que c'est un superbe privilège de s'organiser pour collectiviser suffisamment de cotisations pour que chaque personne bénéficie de 3 ans de chômage quand il veut dans sa vie. Alors on pourrait considérer ça. C'est pas ça qu'on considère. Ce qu'on considère, c'est que le chômage est un manque d'emploi qui doit être le plus rapidement possible résorbé. Ainsi, quand vous êtes en relation avec des médias liés au chômage, par exemple les newsletters, les différents envois de Pôle emploi quand vous êtes inscrit au chômage, vous recevez quasiment tous les jours des incitations à retrouver un emploi, à reprendre une formation, à ceci, à cela. On vous stresse, on vous motive, si vous voulez le dire autrement. Mais on maintient en permanence dans votre quotidien l'angoisse de retrouver. Il ne s'agit surtout pas de développer chez les individus une capacité à jouir du temps libre. Vous voyez ? Vous suivez ou pas? Faites une drôle de tête. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. Simplement qu'on considère que la situation de chômage est anormale et
que ce temps libre doit être absolument mis à profit tout azimut pour retrouver un emploi. Il ne s'agit sûrement pas de se reposer ou de prendre du bon temps. Il ne s'agit pas même de créer des situations de chômage exprès pour pouvoir donner du temps libre aux gens. Voilà. Bon. À ce moment-là, vous prenez une situation singulière. Vous êtes au chômage, imagine. Et vous regardez la télé. La télé va passer son temps à vous rappeler quelle heure il est, à l'heure du café, à l'heure du matin, quand c'est le matin, quand est-ce qu'on se réveille, quand est-ce qu'on se couche, quel niveau de stress on doit avoir par le fait de retrouver un emploi, quand est-ce qu'on prend tous des vacances en même temps. Et là, c'est des moments de rythme fabuleux, là, quand vous voyez des centaines de kilomètres de bouchons en France. C'est le rythme. Ce faisant, on manifeste très fortement l'appartenance. Pour revenir à l'exemple du chômage, c'est une conséquence très simple. Le chômage est un outil très fort pour diminuer l'inflation. Pourquoi ? Essentiellement parce que un taux de chômage au-dessus du taux décrit comme naturel et frictionnel, c'est-à-dire un taux entre 5 et 7%, permet de maintenir une pression sur les travailleurs pour que les salaires soient plutôt négociés à la baisse. En d'autres termes, il y a une pénurie d'offres d'emploi, un excès d'offres de travail, pour le dire autrement, à l'inverse, bon, non, c'est pas la peine. Donc, puisque la denrée est trop abondante, pour une demande de travail qui est faible, tout simplement, on peut maintenir les emplois à la baisse. Les gens n'ont pas les moyens de négocier des augmentations de salaire qui existeraient s'il y avait trop peu de chômage, et donc une très grande rareté de l'employé et un trop grand nombre d'emplois disponibles. Ça s'appelle les courbes de Phillips ou la loi de Phillips, si vous voulez détailler ça plus tard. C'est des règles d'économie que vous apprenez dans la petite école pour savoir pourquoi un chômage entre 5 et 7% est bon. Vous apprendriez ça dans des écoles de commerce ou d'économie. Pourquoi est-ce que dans une société à 5% on parle de chômage, on parle de plein emploi ? C'est parce qu'en dessous, la situation serait dangereuse d'un point de vue libéral. Alors, dans une société pareille, il faut absolument que pour que ce mécanisme fonctionne, que chaque travailleur sans emploi soit dans l'urgence de retrouver un emploi. Si le travailleur hors de l'emploi, est dans l'urgence de jouir de son temps, il n'y a aucune pression sur les salaires. On ne peut pas faire de chantage en disant « mais si vous ne voulez pas travailler, quelqu'un d'autre travaillera pour moins que vous ». D'accord ? Donc on organise socialement tous les échelons du rythme de la vie sociale. Et ça a une valeur politique extrêmement forte, extrêmement puissante. C'est un vrai facteur de cohésion sociale. Je peux vous donner l'exemple inverse. Deux populations qui ont des rythmes de vie différents et qui par conséquent sont totalement étrangères les unes aux autres. Il y a dans un grand nombre d'anciennes communes rurales qui deviennent des communes dortoirs, des communes résidentielles, un mot que vous avez peut-être déjà entendu, je ne pense pas, ça s'appelle les lotis. Vous avez déjà entendu ça ? Les lotis, c'est une manière péjorative de parler des gens qui vivent dans des lotissements. Et donc, très schématiquement, on est dans une commune à 60-80 km d'un gros centre d'emploi, centre commercial, aéroport, tout ce que vous voulez. Une commune de Picardie, qui n'est pas très loin, 60 km, mettons par exemple, d'un aéroport. Et là-dedans, il y a deux populations. L'ancienne population qui avait ses emplois, ses boutiques sur place, etc. Et puis la nouvelle population qui vit dans des lotissements et qui est obligée de travailler à, mettons, entre 100 et 60 km de là. Quand on travaille entre 100 et 60 km de là, on part très tôt le matin, on rentre très tôt le soir, naturellement. Comme on rentre très tôt, comme on part très tôt et qu'on rentre très tard, naturellement, on fait les courses ailleurs. Comme on fait les courses ailleurs et qu'on part très tôt et qu'on rentre très tard, on a ses loisirs ailleurs. Voyez ?
Et donc, tout ce qui pourrait être foyer communal, action associative pour construire un bâtiment, pour rénover un truc, pour faire un centre d'accueil, pour faire une coopérative paysanne, tout ça ne peut pas exister. Parce que c'est des gens qui ne font que dormir là. Donc le rythme impacte totalement la possibilité ou non de construire une cohésion sociale. Quand vous avez comme ça, par exemple, dans une résidence, dans une cité, une moitié de lotis, de gens qui travaillent à l'extérieur de leur département ou qui doivent vraiment voyager longtemps, et des retraités, c'est terrible. Parce que les uns et les autres ne se croisent jamais, ils ne se parlent pas, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Les uns ont intérêt à avoir des commerces de proximité tout près, les autres ils s'en moquent. Ils ne pourraient pas y aller de toute façon. Vous voyez ? Donc le rythme de la vie en commun, le fait d'avoir un même rythme dans un ensemble, ça définit l'unité même politique. Aussi. Voilà. Alors, ensuite, une autre fonction identifiée par Malinowski, c'est le fait de faire exister une institution, c'est-à-dire une pratique fixée dans un cadre strict et pérenne, la somme de l'institué. Et c'est vrai que, alors ça sera développé sous le concept de fait social total par Marcel Mauss plus tard dans le cours, mais régulièrement on fait exister entre nous la somme de l'institué, de ce qui est entre nous et qui tient, à savoir les représentations religieuses, les représentations artistiques, poétiques, les pratiques culinaires, les pratiques de voyage, les représentations, les valeurs diplomatiques, etc., etc. Donc à travers quelque chose. Et là c'est intéressant parce que on fait exister cette somme, ce produit de la vie en commun, en même temps, mais de manière très indépendante, fluide et décentralisée. Ça n'est pas une instance centrale qui organise les coups là partout où elle se situe, c'est chaque individu avec son partenaire qui le fait. Et il n'y a pas de contrôleur de la circulation de l'objet. Est-ce que nous, on a des fois les moyens de suivre la circulation d'un objet? Colissimo, un truc sur Amazon. Parfait. Vous avez d'autres exemples? Non? Bon. Imaginez que vous êtes sur un site internet, vous achetez un objet qui vous sera livré en fin de course par Colissimo et où il y a la fonction suivi, cocher, payer 2 € égal, vous avez un suivi. Parfois même c'est gratuit. Avec Amazon c'est souvent gratuit. Et vous êtes capable de savoir que l'objet il est dans tel entrepôt à l'autre bout du monde, et puis ensuite dans tel avion à l'autre bout du monde, et ensuite dans tel entrepôt en France, et ensuite dans tel moyen de déplacement, et ensuite dans tel entrepôt, et ensuite dans tel autre déplacement, et ensuite chez vous. Là vous pouvez le savoir en temps réel. Mais est-ce que cela crée le moindre lien entre vous et aucune des personnes impliquées dans le transport? Voilà. C'est-à-dire que vous êtes dans un suivi de la circulation qui ne passe pas par le récit, mais par une informatisation, qui ne mélange pas les âmes entre elles, qui n'implique pas de responsabilité. C'est d'ailleurs souvent ennuyeux quand l'objet arrive cassé ou un mauvais. Puis vous voulez accuser quelqu'un, mais personne n'est là. Sauf dans le cas où vous avez une instance centrale, qui peut être Amazon ou qui peut être la Poste, qui garantit l'objet. Et auquel cas, qui va se charger, elle, de garantir que la transmission se déroule de manière correcte. Or, quand vous regardez l'histoire des Trobriandais, la circulation des objets, et donc ce travail de l'institution mis en scène à différents endroits, se fait dans une échelle intermédiaire qui n'est ni individuelle ni centralisée. Elle est collective, elle est aléatoire, elle est circulaire, elle n'est pas centralisée.
très drôle de manière de faire société. Alors, ensuite, il y a cette notion d'organisation de la vie économique dont on a quand même déjà parlé. En ce sens qu'il y a une destruction de richesse, il y a quelque chose qui participe à l'impossibilité d'accumuler de la richesse. Il y a cette idée qu'on est riche en étant prodigue, mais il y a aussi et surtout cette idée que la fonction économique est toujours secondaire. Ce qui est premier, c'est jamais le profit économique. Ce qui est premier, c'est l'efficacité sociale de l'action. Donc typiquement, si en prenant un taxi Uber, vous avez l'impression, vous, d'avoir fait des économies, d'avoir dynamisé un secteur économique, d'avoir relancé la concurrence entre les taxis et je sais pas quoi, provoqué une amélioration de service, tout ce que peut raconter Uber pour sa défense. D'un point de vue trop briandais, c'est une destruction de richesse. Plus c'est efficace purement sur le plan économique, plus dans le fond, c'est de la destruction. Enfin, c'est une réitération, une répétition, un rappel du statut des échanges économiques, c'est-à-dire que on est riche par la prodigalité, on est riche par le don. On est riche en se débarrassant, on est riche en produisant des obligations réciproques. Enfin, elle permet une certaine forme de mobilité sociale, puisque, à travers la carrière Kula qu'on peut avoir, on peut accumuler plus ou moins de prestige et voir du pays. Bon. Donc, on a à peu près fait le tour des fonctions sociales identifiées par Malinowski pour justifier la Kula. Ou en tout cas pour lui donner un rôle dans la société trop briandaise. On verra avec Marcel Mauss dans les semaines à venir quelles autres fonctions sociales on peut induire en acceptant de s'éloigner des théories des gens de la pratique de la Kula. On verra que Marcel Mauss y voit d'autres utilités. Mais dès à présent, je vous propose de réfléchir encore et comme d'habitude à la notion de transmission, parce que il me semble évident que sur cet objet-là, on ne peut pas la rater, quoi. Là, on a un pur objet de transmission. On a une pratique sociale qui, dans le fond, consiste essentiellement à transmettre. Transmettre les objets, transmettre l'histoire de l'objet, transmettre les règles de la transmission de l'objet. Enfin, c'est une vaste affaire de transmission qui a ceci de particulier qu'elle est, décentralisée, comme j'ai dit, pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de hiérarchie qui vient s'interposer à l'intérieur de la transmission, mais elle est surtout horizontale. Il n'y a pas de différence de nature entre des partenaires Kula. Ils ont le même niveau, d'autant que ils doivent s'échanger les mêmes choses. Dès qu'on reçoit un présent, on doit rendre un présent de valeur symbolique équivalente. Bien. Donc, on a un système qui fait circuler les objets horizontalement, sans centralisation, et qui déploie une activité pseudo-économique, échange d'objets,
dans un but de maintien d'une cohésion sociale. Même si ici le but est non pas explicite mais latent. C'est important cette espèce d'horizontalité entre les partenaires Kula, parce qu'en fait elle n'existe pas. C'est une société hiérarchisée, et c'est une société dans laquelle il y a des différences de richesse, des différences de prestige, etc., etc. Et néanmoins, des gens qui ont des différences de richesse, de prestige, etc., vont mêler leurs âmes les unes aux autres, s'obliger mutuellement, devenir solidaires face au destin de l'objet. Ils vont devenir alliés, dans le fond. Par la transmission, ils vont devenir alliés. Il y a des animaux qui font ça, ce qu'il faisait dire à Lacan que on pouvait trouver des politiques du symbolique jusque chez les moineaux ou les hirondelles qui se passent de bec en bec un ver de terre pour délimiter qui fait partie du groupe. Littéralement, c'est exactement ça, c'est faire circuler un objet pour délimiter qui fait partie du groupe et qui n'en fait pas partie. C'est confier à un objet le rôle de faire circuler nos âmes, mélanger nos âmes et faire tenir le groupe, créer des liens qui le fassent tenir. Qui permettent de maintenir ensemble, on confie à l'objet la tâche, une fois qu'il est animé, de maintenir ensemble du même et du différent. Il n'est pas anecdotique que ce type de bien, en tout cas c'est l'analyse qu'en fait Marcel Mauss, c'est-à-dire d'objets qui doivent circuler et qui ont une valeur essentiellement symbolique plutôt qu'utilitaire, et été identifiés par les Samoans, les gens des îles Samoa, comme des biens utérins, des biens liés à une fonction féminine primordiale. Comme pour résoudre un problème très simple, résoudre immédiatement un problème très simple. Bon. Nous autres, êtres humains, on se reproduit quand même beaucoup par l'intermédiaire du ventre des femmes. C'est quand même essentiellement par là que ça passe. Et il se passe un truc avec la génération qui a été abondamment mis en scène dans la mythologie, c'est que dès qu'on produit la génération, dès que l'utérus génère quelque chose de nouveau, dès que Gaïa enfante, si vous voulez, il y a un problème. Il y a un problème. En fait, il y en a même deux. D'abord, il faut séparer. Il faut séparer le produit, sinon on a juste une espèce d'excroissance monstrueuse. Donc il faut séparer les individus. Il faut leur laisser de la place. Dans l'histoire de Gaïa, vous savez ce que c'est Gaïa, ou je vous parle belge? Non, zut. Donc vous avez dit oui, mais derrière il a dit non. Il faut que j'explique. Dans la théogonie, c'est-à-dire l'histoire de la jeunesse des dieux en Grèce antique, essentiellement, on reprend habituellement celle qui est écrite par Hésiode, donc un type qui écrivait des mythes, qui récoltait les mythes et qui écrivait des mythes. Les choses se passent comme ça. D'abord, il n'y a rien. Enfin, c'est pas rien, c'est le chaos, donc le désordre absolu. Et puis surgit un truc, mais qui n'est pas tout à fait abouti, qui est d'un côté Gaïa, qui est une déesse mère primitive, qui est en fait la terre, mais qui est la totalité en fait, qui est la totalité de ce qui est. Et puis ce qu'on appelle l'éros ancien, qui a un principe d'amour, mais encore ancien, il va être perfectionné par la suite. Alors l'éros ancien, puisqu'il est là, il déclenche un truc chez Gaïa, qui fait qu'elle génère des trucs. Alors d'abord, elle génère en elle-même Ouranos, qui est le ciel. Seulement le problème, c'est que elle le génère en elle-même. Donc il y a le ciel, mais il est collé à elle. Donc il s'accouple avec elle sans cesse et tout ça. Et alors elle s'accouple avec lui tout autant. Et ils n'arrêtent pas de pondre, quoi. Elle fait des gosses, des gosses, des gosses, des gosses. Et le problème, c'est que d'abord, ils sont monstrueux, ce qui est en milieu, mais en plus, ils ne peuvent pas sortir, parce que c'est collé. Papa est collé à maman, et elle ne peut pas en respirer. Donc, à un moment donné, Gaïa, elle dit, dis donc, un de ses gosses, dis donc, Chronos,
prends ta faucille, va couper les couilles à papa. Alors Chronos, il prend sa faucille, il coupe les couilles. Donc il fait ah! Et hop, on a le ciel qui s'est d'un seul coup détaché de la Terre, on a de l'espace, les géants peuvent sortir, ça y est, il y a de la place. Bon. Et puis alors après, pareil avec Chronos, qui prend le pouvoir, qui essaie de bouffer tout le monde, de machin, d'assimiler la totalité de la création en un. Et puis Zeus va refaire la même chose, il va empoisonner son père et couper les couilles de Chronos. Donc c'est un peu systématiquement c'est le même truc, quoi. C'est-à-dire que génération, séparer le même et le différent, et il y a ce problème de la séparation du différent, quoi. Dès qu'il y a génération, en quelque sorte, il faut séparer. Et quand on sépare, quand on a séparé le différent, il faut maintenir ensemble. C'est bien gentil de séparer, il faut maintenir ensemble. Maintenir ensemble du même et du différent. Et c'est un problème, pour le coup, qui est infiniment simple à comprendre. Dans une société, vous avez des hommes et des femmes qui vivent ensemble. Imaginez une société traditionnelle lambda. Prenez celle qui vous passe par la tête. Ou actuelle. Hein. Et puis, on fait naître des enfants. C'est important parce que comme on n'est pas éternel, s'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de pérennité de la société. Donc la société veut durer. Pour durer, il faut qu'elle fasse avec les enfants qui sont là. Or, les enfants seront inéluctablement des semblables, c'est-à-dire des êtres à la fois semblables et différents. Ils sont semblables par de nombreux traits, ils sont irréfragablement, irréductiblement différents. Comment est-ce qu'on maintient l'alliance avec le différent ? Voilà. La Kula semble assez naturellement pouvoir être pensée comme un moyen non centralisé de maintenir l'alliance. En fait, c'était déjà compris dans l'idée de fonction de socialisation. Et là, je l'exprime de manière très différente. On maintient l'alliance, on maintient le compagnonnage sans instance centrale de régulation. Et par conséquent, il existe un contrôle social, un contrôle moral, une répression morale diffuse, mais pas d'institution dévolue pour le faire. Et ça aussi, c'est très intéressant parce que ça permet de comprendre quelque chose qu'on a du mal à comprendre autrement. Dans de très nombreuses sociétés traditionnelles, prenez par exemple les sociétés Huron ou Mandan, des Indiens des plaines amérindiennes, avant l'arrivée des Occidentaux, vous avez des systèmes dans lesquels, et c'est pareil chez les Trobriandais, il n'y a pas de police, il n'y a pas de justice organisée avec des tribunaux et des prisons et une force de l'ordre qui pourrait faire respecter le droit. Le droit se fait essentiellement respecter par son niveau d'intégration. Les gens adhèrent à la règle parce qu'ils y adhèrent, et non pas parce qu'un système oppressif est là pour fonctionner la faute. Il donne par exemple une illustration d'un système de répression. 2 individus ont commis un crime d'inceste. Ils sont poursuivis, hués, honnis, vraiment dégueulés par la communauté. Et au lieu de s'enfuir, ou au lieu de faire leur vie quand même là, ben, ils essaient de se suicider, et puis le mec se suicide et il meurt, il monte en haut d'un cocotier, il se jette et il meurt. Voilà. Et là, vous voyez que ce qui a eu sa peau, c'est moins la volonté de répression armée qui aurait consisté à le tuer, tout simplement, que de l'amener à le faire. Et on peut l'amener à le faire parce que d'une certaine manière, il y est consentant. C'est ce qui explique aussi dans le film sur les Tupinamba que vous verrez bientôt, comme il était bon mon petit français, que Madame Poirot-Delpech vous présentera. C'est ce qui explique aussi pourquoi des individus qu'ils ont promis à une mort certaine dans le cadre d'un statut de prisonnier acceptent de rester dans le groupe qui va les dévorer dans pas longtemps sans qu'ils aient besoin d'être surveillés, sans qu'ils aient besoin d'être enfermés. C'est-à-dire que c'est l'intégration, la très très forte intégration qui permet à chacun d'aimer suffisamment la règle pour que le système répressif, organisé tel que nous on le connaît aujourd'hui, soit superfétatoire, soit inutile. C'est ce qui fait que dans de très nombreuses sociétés traditionnelles, on observera des taux de criminalité équivalents ou largement inférieurs
à ceux qu'on observe dans des sociétés dites modernes, alors que leur appareil répressif est inexistant. En fait, leur effort social n'est pas au même endroit. On placera l'effort plutôt pour faire aimer la règle et intégrer l'individu dans le groupe, beaucoup plus que dans la répression. Bon. J'ai un autre grand chapitre à ouvrir, mais il nous reste 5 minutes. Donc, ce que je vais vous proposer de faire, c'est la chose suivante. Pour la semaine prochaine, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous lisez avec attention les Argonautes du Pacifique occidental, l'extrait du texte que vous avez dans le manuel, ou vous lisez le livre, et on ira probablement se promener, faire la jonction avec Marcel Mauss la semaine prochaine, et notamment l'essai sur le don, que vous pouvez commencer si vous en avez le loisir. Notamment parce que Marcel Mauss construit l'essai sur le don sur la description de 2 types de faits, le potlatch et la kula. Donc l'un immédiatement tiré de Malinowski et l'autre tiré d'autres explorateurs de Colombie-Britannique en l'occurrence. Voilà. Sinon, si vous avez des questions, j'y réponds. Ou c'est fini. Comme vous voulez. Y a-t-il des questions ? Bon, j'en conclus que vous avez tout compris et que tout va bien. Juste un truc. J'ai reçu les premières notes de lecture de gens intelligents et donc qui auront leur fiche corrigée avant de passer les examens. Faites comme. Voilà. Au revoir. Ah.